De sa jeunesse? Ça. Son enfance. Merci, on peut me vieillir. De son éduc. Oh, ouais. Non, parce que là, t'allais dire des bêtises. Donc, bonsoir à tous. Les conférenciers d'avant ont quand même mis un certain niveau. Donc, moi, je vous avoue que là, actuellement, j'ai plus envie de prendre un billet d'avion ou d'écrire une lettre de démission en disant que demain, je repars voyager. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc, si je suis quand même là devant vous ce soir, c'est pour vous raconter la vie que j'ai vécue avant. Et j'ai grandi sur un bateau. J'ai jamais été à l'école. Donc, je pense que vous me connaissez, enfin pour la majorité de la salle, vous êtes nombreux à quand même me connaître, m'avoir déjà aperçu. Très peu d'entre vous, et même le Rotary, savent que j'ai grandi sur un bateau. C'est pas forcément quelque chose dont je parle tous les jours parce que finalement, quand on se présente, c'est pas quelque chose qui se case facilement. Donc j'ai décidé de vous raconter ça ce soir. Quand il a fallu réfléchir à une conférence sur le voyage, j'avais plusieurs choix. Je pouvais tourner de pas mal de façons et j'avais surtout vécu pendant 1 an en Birmanie, donc j'avais aussi l'option de le faire sur la Birmanie, il y avait beaucoup de choses à raconter. Mais j'avais des belles vidéos de voyage, donc j'ai décidé de vous montrer à quoi ça ressemble la vie sur un bateau. J'ai un petit livre qui a été déposé sur la première table, mais qu'ils ont eu le temps de regarder, donc je vais vous demander de passer de table en table, dans lequel vous avez quelques vidéos qui montrent, en plus de ce que vous allez voir en vidéo, à quoi ça ressemble quand on est petit et qu'on grandit sur un bateau jusqu'à ses 17 ans. Mes parents l'ont fait pour mes 18 ans, ils ont essayé plus ou moins de compiler ma vie. C'était compliqué vu le nombre de photos qu'on a à bord. Ils s'en sont pas trop mal sortis, sincèrement. Donc, j'ai grandi sur un bateau parce que mes parents, à un moment donné, ont décidé de partir en voyage. Et à 6 mois, j'ai passé le canal de Gibraltar. Mon père dit toujours que c'était pour essayer. Il fallait bien commencer par quelque chose, donc Gibraltar, c'est vrai que c'était censé être facile comme cap à passer. Bon, j'ai une superbe photo de moi avec toute petite dans les bras de mon père, avec dans le ciré, complètement caché, parce qu'il fallait bien me mettre quelque part, en train de passer cette mer qui est quand même réputée un peu agitée. Le premier mot que j'ai dit, la majorité des enfants disent papa, maman, moi c'était bateau. Mes parents m'avaient quand même déjà bien formaté. Il faut croire que déjà on avait essayé de m'inculquer le fait que ça allait se passer comme ça, j'allais voir que de la mer autour de moi pendant un petit peu de temps. Finalement, je suis réellement partie, j'avais 2 ans. Mes parents avaient dit, on part pour une année sabbatique. Une année sabbatique, quand on est breton, c'est généralement, je pars pour 1 an dans les Caraïbes, je fais le tour, les Antilles, Saint-Barth, la Guadeloupe, la Martinique, c'est génial. Sauf que, on est arrivé en Guadeloupe, et mon père a pris un poste de directeur du port de Pointe-à-Pitre, et a fini par se dire, c'est bête, j'avais voulu faire une année sabbatique, résultat, je travaille, ma femme travaille, le bateau travaille, ma fille est à l'école, il fallait bien que j'aille à l'école quand même à un moment donné. L'année sabbatique, on est obligé de la recommencer. Donc on est reparti, on avait toujours le bateau, on a recommencé, on a voyagé un peu plus, sur un tour des Caraïbes un peu plus grand, et puis de fil en aiguille, mes parents n'ont jamais vraiment trouvé le chemin du retour. C'est-à-dire que, arrivé à la fin des Caraïbes, on a rencontré du monde, ils se sont dit, le Canada, c'est vachement bien. Ma maman pouvait trouver du travail, elle était infirmière. Le Canada, ça recrute des infirmières. Allez hop, on y va. On fait tous les États-Unis jusqu'au Canada. Arrivé au Canada, mes parents se posent. Il fait froid à Montréal, donc on prend un appartement. Le bateau se retrouve sous la neige, sur un chantier. Mes parents se disent on est au Canada, le système d'éducation ne correspond pas à la France, donc Marine, on est obligé de la laisser en cours par correspondance. Et moi je dis oui, mais moi je veux aller à l'école parce que l'école canadienne ça a l'air super bien. Je me ramasse à l'école pendant 2 ans au Québec et on y reste. Sauf que pareil, pas prévu, on était censé voyager. Pendant l'hiver canadien où il fait moins 40, mon père ne travaillant pas a le temps de faire les comptes bancaires et se dit en fait, on dépense moins d'argent à être sur le bateau qu'à la maison. Continuons. Ouais, ok, mais continuons. Et là, suite pas logique, parce qu'il y a plein de choses à faire, mon père dit à ma mère, et si on traversait le Pacifique? Ça serait chouette. Oui, mais pour traverser le Pacifique, le bateau est trop petit. Il faut changer de bateau. Donc on vend un premier bateau, achète un deuxième, censé avoir une taille correcte pour passer le canal de Panama. Et on passe le canal de Panama et c'était parti pour 4 années qui continuent dans le Pacifique à faire le tour de la Polynésie française jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et là, arrive la Nouvelle-Zélande, oui, mais le bateau, il faudrait le ramener en France un jour. Mais dans l'océan Indien, il y a des pirates. Donc l'océan Indien, ça a été une grande réflexion, pourtant c'était chouette, on pouvait faire la Thaïlande, on pouvait faire l'Inde, il y avait plein de belles choses à faire, mais trop risqué, le golfe d'Aden, il y avait énormément d'histoires de piraterie à l'époque. Mes parents décident de vendre le bateau en Nouvelle-Zélande, à mon grand drame, j'avais une 15aine d'années à l'époque,
Et je me reverrai toujours assise sur les marges du bateau à dire à mes parents, non, mais en fait, vous m'avez toujours dit que si un jour on rentrait en France, c'est parce que j'étais devenue mauvaise à l'école, que je n'avais pas des bons résultats scolaires. Mais moi, je suis première de ma classe, c'est pas juste, on ne rentre pas. Résultat, bah, on est rentré parce que j'avais pas le choix et mes parents se sont dit, bah, on va voir si Marine est sociable, on va la mettre dans un collège en 3e. Donc j'ai passé le brevet, j'ai été dans une classe en 3e, je pense qu'au bout de à peine 6 mois, mes parents étaient rassurés sur ma sociabilité, et là, mon père a fini par dire « Ok, on repart, parce que ça serait plutôt sympa, allons acheter un bateau à Washington ». Donc on est parti acheter un bateau à moteur, parce que mes parents à cette époque s'étaient mis dans la tête que un bateau à voile, ils étaient trop vieux, c'était compliqué, tirer sur les bouts, c'était physique, et il fallait racheter un bateau plus simple, donc un bateau à moteur. Sauf que le bateau à moteur qu'ils avaient décidé d'acheter, c'est beaucoup plus compliqué à gérer qu'un bateau à voile finalement. Donc, ce bateau à moteur a duré 2 ans, le temps qu'on essaye de s'y adapter, on ne s'est jamais adapté. On a fait tous les États-Unis avec, on est redescendu jusque dans les Caraïbes alors qu'à la base il était fait pour aller au Groenland. Changement de programme, c'est pas grave, on est retrouvé sous les cocotiers, c'était plutôt sympa. Le bateau a fini par être vendu et là moi j'ai fini par dire à mes parents, bah, moi je veux rentrer en terminale. Pour la première fois je vous demande d'aller à l'école. Je veux rentrer en terminale parce que je veux une vraie année d'école sur mon dossier scolaire. Parce que j'ai peur que les profs me disent « Bah oui Marine, t'as jamais été à l'école. Donc pour rentrer en prépa et pour rentrer en école de commerce, bah non, tu n'iras pas en prépa et ton dossier pourrait être potentiellement recalé partout. » Donc j'ai voulu faire ma terminale dans une vraie école. Ce que j'ai fait. Et puis après, bah, je suis repartie par moi-même puisque je suis repartie faire mes études à Montréal. Donc le voyage, ça a été ça pendant quelques années. Finalement, bah, notre port d'attache, Lorient, en Bretagne, on l'avait quand même pas mal perdu de vue. En 15 ans, on a quand même beaucoup traîné parce que finalement, on n'a pas fait grand-chose. 15 ans pour faire le Canada et les États-Unis, un petit peu de Pacifique. On n'a pas fait un Vendée Globe, hein. Le tour du monde en 80 jours, c'était plutôt raté. Donc, j'ai décidé de vous montrer une partie de ce que c'est la vie sur un bateau. Je vais le faire en 3 bouts. Il y a un avant-Panama, un Panama et puis la traversée du Pacifique. J'ai choisi ces 3 épisodes parce que Panama, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le voyage parce que le canal, c'est une énorme machine. C'est surtout un moment où on rencontre énormément de monde parce que tout le monde se stoppe pendant 3 semaines. Parce que passer le canal, bah, les cargos sont prioritaires et nous, tout petits voiliers, on est obligés d'attendre. Donc on rencontre énormément de monde et les rencontres de Panama font partie des meilleures de celles que j'ai pu faire en voyage. L'avant, c'est pour vous montrer qu'on a vécu dans des tribus indiennes à côté de Panama sur des îles qui s'appellent les San Blas. Et l'après, c'est la traversée du Pacifique pour vous montrer que 21 jours de mer, ça n'arrive pas souvent. C'est pas quelque chose qu'on a fait beaucoup dans le voyage, mais il s'installe une vie à bord qui est quand même relativement particulière. Il y a des petits bouts de vidéo qui sont plutôt sympas. Donc, bon, je te laisse démarrer. On n'ira pas jusqu'au bout de la vidéo, mais je te dirai ça. Donc ils vivent en fait sur des petits îlots où c'est des tribus qui ont ni eau ni enfin ils ont un peu d'eau mais ils n'ont pas d'électricité. Ils vivent vraiment avec des barques qui posent là comme on voit dans des cocotiers et de chasse et de pêche en fait. On y a passé 2 mois et demi d'île en île parce que les îles sont quand même assez grandes. Et ils ont des chefs de tribu qui essayent d'empêcher ces Indiens de partir à Panama, qui est juste à côté, mais qui est la grosse ville, parce que beaucoup d'entre eux tombent dans la drogue en arrivant à Panama. Vous découvrez ce que c'est une drogue, malheureusement. Donc ça a été très sympa, ils ont énormément de traditions, on va voir plusieurs de leurs habits traditionnels. Et on a passé des super moments là-bas. Ils font ce qu'on appelle des molas, qui sont des espèces de broderies avec plein de couches de tissu et à chaque fois ils rattrapent la couche d'en dessous. Vous allez en voir, il va y avoir quelques photos de ça. C'était vraiment particulier. Ils parlent espagnol, malheureusement c'est pas mon fort l'espagnol et ça l'a jamais été. Donc on a quand même partagé des moments avec eux. C'était très rigolo chez les Kinas, c'est pas du tout comme le repas qu'on vient de partager. Chez eux ils mangent dos à dos. Donc quand on partage un repas avec eux c'est un peu spécial. Voilà, c'est ça les molas dont je vous parle. Ils font des figures géométriques avec ça et des dessins qui sont assez impressionnants parce qu'à chaque fois, c'est une couche de tissu qui ressort par-dessus. Et c'est des heures et des heures de couture. Ils font des énormes bracelets en perles. C'est des très 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 longs fils. J'ai un fil de 2 mètres chez moi. Et en fait, eux, ils ont une technique pour l'entourer et fait des dessins. Moi, j'ai réessayé des millions de fois de refaire le dessin. Je n'y arrive pas. Tu peux couper un moment et tu peux passer à la suivante.
Donc la suivante, c'est le canal de Panama. C'est la façon dont on a passé le canal. Donc en fait, il faut s'imaginer qu'un bateau de 14 mètres, c'est quand même relativement grand pour vivre dessus. C'est une taille relativement correcte. Moi, j'avais ma chambre, il y avait une chambre à côté de la mienne et mes parents avaient leur chambre. Pour 3, c'est très bien, on ne se marche pas dessus. Sauf qu'arriver au canal de Panama qui passe des énormes tankers, on se sent complètement minuscule. Donc ça, c'est quand on arrive à Panama, il y a des cargos qui font la queue devant des kilomètres et des kilomètres à l'entrée de la zone. Du côté atlantique, c'est un bidonville, ça s'appelle Colon et c'est une catastrophe. C'est un endroit où on est dans une prison dorée, on n'a pas le droit de sortir, on ne peut pas sortir du jeu de club dans lequel on est. Les seuls Français qui sont sortis se sont fait tabasser quand on y était. Donc pendant 3 semaines, on est enfermé dans ce jeu de club et comme il n'y a rien à faire, les gens se rencontrent. Et la seule chose qu'on peut aller faire, c'est visiter le canal. Donc ça, c'est les premières images du canal. Et on va avancer un peu la vidéo après. Mais attends un peu, non. Et là, on va voir le moment où nous, on le passe. Je vais venir l'avancer avec toi. Donc en fait, vous allez voir que le canal c'est vraiment grand, il y a des énormes dénivelés, là on le voit, et le canal est constitué en 3 écluses en fait, qui mènent jusqu'au Pacifique. Et c'est toute une énorme logistique pour le passer, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, on va le voir là dans les... Je les avais la visite. Voilà, ça c'est le début de la logistique du passage du canal de Panama pour un voilier. Il y a un mesureur qui vient à bord parce qu'il faut que les codes soient précises pour passer le canal, parce qu'ils orchestrent et ils font l'organisation sur un planning où ils mettent les bateaux de même taille. On est trop petit pour passer le canal tout seul à cause des remous, donc ils mettent 3 voiliers qui se mettent côte à côte en nid et on avance comme ça dans le canal, sinon on est considéré comme trop petit. Donc on a eu quelqu'un qui est venu mesurer, il faut faire plein de formalités, dont des photos sur fond bleu. Sur fond bleu, ne me demandez pas pourquoi, mais des photos sur fond bleu. On obtient un numéro d'identification et là, est le début d'une longue attente où tous les jours, on va au yacht club et on va regarder cette liste qui change tout le temps, qui avance, qui recule, qui avance, qui recule, et puis on se dit, bon, ok, quand est-ce qu'on passe? Et pour passer, il faut être 7 à bord, sachant que la majorité des bateaux sont que 3. Donc finalement, nous, on a passé le canal de Panama 4 fois, parce qu'on l'a fait avec nos amis qui sont venus chez nous pour passer le canal. Il faut 3 personnes à l'arrière, 2 personnes à l'avant, et on n'est pas maître de notre propre bateau, c'est-à-dire que c'est un pilote du canal de Panama qui vient prendre le bateau en charge, et on n'a pas le droit de le conduire. Si jamais on tombe en panne, c'est 5 000 $ d'amende par heure passée dans le canal. Tant dire qu'il ne faut pas tomber en panne. Donc le canal de Panama, ça commence le soir, ça commence de nuit, donc déjà d'être impressionnant, il faut, en plus de ça, il faut le faire de nuit. On commence entre minuit et 2h du matin et on passe la première écluse qui dure à peu près 1h30. Arrivé de l'autre côté de la première écluse, il y a un lac artificiel qui a été construit entre 2 montagnes. Donc on verra, il y a eu des villages entiers inondés pour la construction de ce canal. Et le lendemain matin à 6h, on se relève, on a le pilote qui arrive à bord, il faut passer les 2 dernières écluses avant le Pacifique. Donc c'est ce qu'on est en train de voir là, c'est le pilote qui arrive le lendemain matin. Et on passe une immense tranchée qui dure très très longtemps avec donc ce lac qui a été créé artificiellement, c'est pour ça qu'il y a des arbres en plein milieu. Il y a eu une montagne qui a été complètement coupée, il y a eu des milliers de morts sur cette montagne et avant que Ferdinand de Lesseps arrive pour la construction du canal, parce qu'ils ont tout creusé et qu'avec la chaleur, c'était des ouvriers qui étaient décédés sur cette tranchée. On va pouvoir avancer un peu et aller faire un peu parce qu'il y a beaucoup de photos de carreaux. Non, voilà. Et donc là, on est dans l'étape 2, les 2 dernières écluses qu'on fait sur la dernière journée. En fait, il y a des gens qui lancent des amarres sur tous les côtés du canal et qui nous tirent le long du canal. On n'a pas vraiment besoin d'être tirés, mais pour nous garder centrés avec les remous, ils sont là pour coordonner et on met un nid de bateau que vous allez voir sur les photos d'après, vous allez comprendre comment on est entre guillemets tenu en laisse dans le canal. En fait, c'est qu'on n'a pas le droit de faire grand chose, mais c'est la seule façon dont on peut passer le canal de Panama. Donc c'est quand même une énorme logistique et une sacrée expérience d'arriver au bout de ce truc-là, et surtout la seule façon de traverser, d'aller de l'autre côté, puisque sinon il faut passer par les caps et c'est pas du tout la même navigation. Donc c'est un peu la solution de facilité, mais ça prend du temps. Nous, on a mis 1 mois et demi après à obtenir notre droit de passage pour le canal de Panama. Donc c'est une très très longue attente. Ça, c'est la dernière écluse qu'on passe.
Tu peux avancer un peu si tu veux. Ouais. Non, tu peux remonter un peu encore. Voilà, on est en nid comme ça en fait. Les bateaux se mettent côte à côte. Alors nous, on a été 3, ils sont à couple, mais nous, on a été jusqu'à 4. Et à 4, c'est un peu paniquant quand même, parce qu'il y a des plus petits, il y a des plus gros, et on se dit zut, s'il y en a un qui ça se passe mal, il entraîne tout le monde. Donc avec les roues, parce que ça rase vraiment énormément, on n'est pas forcément serein. Et donc ça, c'est quand on sort, c'est le pont qui relie l'Amérique, enfin les deux Amériques. Et le jour où on l'a passé, entre guillemets, on n'avait pas fait exprès, on n'avait même pas du tout fait exprès, mais les choses se passent bien. Parfois, c'était l'anniversaire de mon père. Donc le bateau avait décidé de sortir ce qu'on appelle le grand pavois, qui est un lot de pavillons qui dit qu'on fait la fête à bord. Voilà, et Julie, qui est le nom du bateau, flottait désormais sur le Pacifique. Donc une fois qu'on arrive là, bah cool, on a passé le canal de Panama, on a mis longtemps à le passer, mais finalement maintenant, commence un peu le zut, il y a un océan à traverser, parce que maintenant on n'a plus rien à faire, et le seul voyage qui nous reste, c'est 21 jours plus tard. Ou du moins 10 jours, parce qu'on s'arrête quand même au Galapagos, mais le premier point de la Polynésie, c'est les Marquises, et c'est la traversée du Pacifique qui sont passés avant. Nous, on a mis 21 jours. Emran, je te laisse lancer la vidéo d'après. Tu peux zapper le début. Donc la vie à bord, dans une traversée, comment ça s'organise? En fait, ça ne s'organise pas vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais au final, quand on arrive au bout de 21 jours, on se dit « Ah zut, déjà !» Ça a été ma réaction et ça a fait beaucoup rire mes parents. Parce qu'en fait, on ne voit pas le temps passer. Il ne se passe pas grand-chose, mais la vie à bord s'installe relativement facilement. Moi, j'allais à l'école, donc j'avais une mission à accomplir, c'était de finir l'école avant d'arriver en Polynésie, parce que je voulais pouvoir profiter de la Polynésie et qu'à l'école, c'était bientôt les vacances. Donc je voulais travailler pour me dire ok, j'ai fini tout le programme scolaire et maintenant c'est les vacances. Donc on se baigne, on fait plein de choses, on prend notre douche, c'est plutôt marrant. On n'a pas le choix, il faut économiser de l'eau, donc on se retrouve à prendre notre douche en pleine mer. Et Emran, je suis bien douce en train. On fait pas moins 40 là. Voilà, on est surtout rythmé par ça, qui est la prise de météo par la radio et la communication avec les autres bateaux. Parce que comme on est tous partis en même temps, et on finit par recroiser, certes l'océan est grand, mais on finit par recroiser les copains qu'on avait quittés à Panama, qui avancent à peu près à la même vitesse que nous. Sauf que les navigateurs étant ce qu'ils sont, mon père s'était mis en tête de faire la course avec eux avant l'arrivée. Voilà, donc tous les midis, on avait ce rendez-vous radio où il fallait appeler les copains pour savoir exactement où ils étaient. Et puis mon père, pendant la nuit, disait allez, on met des voiles parce qu'il faut rattraper les copains. Donc c'était finalement la vie de bord était rythmée par ça et était surtout rythmée par la pêche. Parce que on avait la ligne qui traînait tout le temps et que quand ça commençait à tirer, on avait hâte de voir ce qu'on avait au bout. Donc on a quand même pêché pas mal de choses dans le Pacifique et on était très contents. Il y a une photo après de la plus grosse prise qu'on a pêchée. Tu peux couper. Donc moi je vais conclure rapidement, mais finalement maintenant que vous avez vu une partie du voyage, c'est rigolo parce que quand les gens découvrent que j'ai grandi sur un bateau, tout le monde me dit ah waouh, alors comment c'était, est-ce que tu as eu une tempête, est-ce que tu as vu des dauphins, ou alors on me dit encore et comment ils faisaient tes parents financièrement, ou alors comment tu as été à l'école, tu n'avais pas d'amis. On me pose plein de questions qui sont un peu toujours les mêmes. Résultat, j'ai un speech assez construit de la façon dont je peux répondre. Finalement c'est relativement facile. Mais personne me demande qu'est-ce que ça change finalement. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que ça change quelque chose sur la façon dont toi tu es aujourd'hui? Moi je me suis longtemps posé la question parce que finalement, à 2 ans et demi on se rend pas compte et ça a été mon enfance donc on se pose pas la question, on se pose pas forcément la question et j'ai fini par me la poser quelques années plus tard. Moi aujourd'hui je pense que ça change quand même des choses dans ma vie sur la façon dont je prends les décisions et dont je prends des décisions, dont je crée des relations avec les autres. Aujourd'hui, quand je me présente, c'est pas politiquement correct de dire salut, je m'appelle Marie, j'ai grandi sur un bateau, mais ça me définirait mieux que de me présenter par mon métier. Je pense qu'aujourd'hui, si je crée les relations que je crée avec les gens, si je crée facilement des relations avec des adultes surtout, que je me pose pas la question de la différence d'âge quand je parle à quelqu'un, c'est parce que j'ai grandi sur un bateau et que j'ai été entourée d'adultes. C'est-à-dire que si aujourd'hui je vais être amie avec Christine ou amie avec Ralph, autant qu'amie avec Minan qui a mon âge, pour moi, je vois pas la différence et je me suis jamais posé la question. Donc ça, c'est quelque chose qui change chez moi et ça étonne souvent les gens.
ce qui change aussi, c'est que j'ai continuellement envie de bouger et de découvrir des choses. Et bah, ça, comme n'importe qui a voyagé, je pense que c'est la même chose pour Justine, la même chose pour Henri et la même chose pour Fanny, c'est parce qu'on a voyagé. Et je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, c'est pas qu'on est instable, mais je pense qu'on a juste envie d'avoir plein d'aventures et d'apprendre plein de choses. Voilà, moi je vais juste demander à Emran de venir me rejoindre pour conclure la soirée. Je ne sais pas où il est. Je veux bien Emran. Je veux juste dire que si cette soirée a été réalisée ce soir, c'est quand même grâce à l'administration du lycée d'Albert Demain, aux professeurs et aux élèves qui étaient là et qui nous ont servi autant qu'à la cuisine. Et surtout grâce à Emran et Camille. Camille, tu prends des photos, mais tu peux venir aussi. J'ai rencontré Emran il y a quelques temps et je suis très contente qu'on ait fait ça ensemble ce soir. Je suis très contente que vous soyez là et j'espère que ça vous a plu. Mais un grand merci à ceux qui l'ont fait et qui ont servi ce qu'on a mangé ce soir parce que c'était très très bon. Et on reviendra au lycée Albert demain, donc vous pouvez les applaudir. Est-ce que les cuisiniers peuvent sortir de leur cuisine? Les cuisiniers peuvent sortir. Mais vas-y. Au nom de Roland, qui est président du club de Rotary Paris-Ouest, je voudrais quand même vous féliciter pour la soirée qu'on a passée. Vous avez fait beaucoup voyager. Vous nous avez fait rappeler aussi ce qu'avait fait Paul Harris, c'est que quand il avait fini ses études, il était parti pendant 3 ans faire le tour du monde sans un sou, pour connaître le monde. Et c'est en revenant de ça qu'il a eu ces idées de créer le Rotary. Et vraiment, bravo à vous. Vous êtes une grande famille et on est très fiers de pouvoir vous aider dans ce que vous voulez faire. Bravo encore et merci. Effectivement, est-ce qu'on peut avoir les élèves qui sortent? Il est parti. Il est parti chercher, super.